Mesdames et messieurs, ce matin, nous venons d'assister à ce qui aurait pu être l'aventure d'une entreprise africaine. Des hauts, des bas, des zones de turbulence, vu que j'ai le président du conseil d'administration de Air Sénégal, des zones de turbulence. Mais finalement, on retombe sur nos pieds si on fait preuve d'un peu d'agilité. Ce matin, nous avions un plan stratégique et le plan n'a pas senti fonctionner comme il se devait. On a dû donc faire une réévaluation du plan et travailler sur une certaine restructuration. Ça nous a poussé à nous déplacer de là où nous étions pour aller à un étage supérieur. Et puis soudain, on se rend compte, avec l'avis de tout le monde, on a réévalué un autre plan pour être sûr que si le courant revenait, vous reviendriez. Tous les avis étaient positifs et nous sommes revenus. Je voudrais saluer l'initiative de ce séminaire qui, par une preuve concrète, nous atteste que nous sommes prêts à avoir la flexibilité nécessaire pour nous adapter à certains plans. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce séminaire Afrique des conseils d'administration, 2e édition. En général, il y a les ovations. Organisé par le cabinet Biliaka et Briswabi, mesdames et messieurs, au cours de cette journée, nous aurons les thématiques qui seront traitées avec les experts qui nous accompagnent. À l'occasion de la première édition, on a vu le rôle éminent d'un conseil d'administration pour la réussite d'une entreprise, fût-ce une entreprise publique ou privée. On a vu également que les conseils d'administration avaient des responsabilités juridiques. Dans nos têtes en général, pour nous les profanes, on se disait que les responsabilités juridiques pèsent seulement sur le directeur général. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait certaines responsabilités qui pesaient également sur les conseils d'administration. On parlera donc des fondements de la planification stratégique, la réévaluation de plans stratégiques, donc on est en plein dans le sujet, les dimensions financières et opérationnelles, les dimensions humaines des restructurations. On parlera également de la dimension juridique des restructurations. Et puis, bien sûr, on parlera du suivi par l'État des réévaluations des plans stratégiques. Et puis, bien sûr, une partie très intéressante pour demain portera sur le retour d'expérience d'administrateurs et de directeurs généraux. À la première édition, on avait ça de précieux, les retours d'expérience, les partages d'expérience. Et on avait 2 généraux à la tête de 2 conseils d'administration. Donc on a vu qu'on peut avoir tellement d'expérience venant de partout. Aujourd'hui, il me semble qu'ils sont encore là. Donc pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de suivre la première édition, vous aurez la possibilité de découvrir à peu près la perspective d'un général à la tête d'un conseil d'administration. Mesdames et messieurs, je vais introduire avec la personnalité qui nous reçoit. Il est avocat au barreau d'Abidjan, diplômé des universités d'Abidjan et de Toulouse, diplômé de la Harvard Business Law, la Harvard Law School. Maître Michel Briswabi, c'est de lui qu'il s'agit, est titulaire d'un certificat d'administrateur de société délivré par l'Institut français des administrateurs. Il a eu des fonctions d'administrateur indépendant de société, mais également il a eu à cœur, et c'est ce qui nous a conduit à la première édition de ce séminaire, à la 2e édition de ce séminaire, mais auparavant, à cœur d'animer des séminaires de formation en gouvernance d'entreprise en Afrique francophone pour des groupes de sociétés. Il a occupé de 2019 à 2023 les fonctions de président de la commission de gouvernance de la Confédération africaine de football, la CAF, au sein de la CGCI qui nous accueille, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. Il préside actuellement la commission gouvernance éthique et responsabilité sociétale, un avocat chevronné, notamment sur les questions de gouvernance. Mesdames et messieurs, pour son mot d'accueil, recevons Maître Michel Briswabi. Mesdames et messieurs les présidents de conseil d'administration, mesdames et messieurs les directeurs généraux de société, mesdames et messieurs les administrateurs de société, mesdames et messieurs les participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. J'ai le grand honneur, au nom du cabinet Biliaka, Briswabi et Associés, de ses associés,
de vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à cette seconde édition du séminaire Afrique des conseils d'administration. Les dirigeants et administrateurs de sociétés sont pour nous les architectes de la création de richesses à travers leur rôle éminent dans les entreprises. L'esprit de cette rencontre que nous voulons annuelle est d'abord de saluer et célébrer chacun de vous, artisans de l'ombre des performances des entreprises publiques et privées du continent. Bravo donc à vous, étoile de la gouvernance de nos sociétés. En effet, malgré vos agendas et vos charges multiples, vous êtes venus du Sénégal, de Mauritanie, de la Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Gabon et de la République du Congo en forte délégation pour partager avec vos pairs et nous-mêmes vos expériences et aussi vos défis sur les questions de gouvernance. Soyez-en sincèrement remerciés car vous venez de nous convaincre par la présence de qualité que notre rêve était loin d'être solitaire. Lors de l'édition 2024, notre premier ballon d'essai, nous avions choisi la thématique de l'évaluation des conseils d'administration. La richesse des contributions des participants nous a encouragés à poursuivre notre quête d'accompagnement des décideurs que vous êtes sur les défis auxquels vous êtes confrontés en matière de gouvernance. En effet, nul n'est besoin d'être expert en géopolitique ou en économie pour constater que notre monde traverse une période d'incertitude et d'instabilité quasi permanente. Quelle entreprise était préparée à affronter la terrible crise du Covid? Qui avait prévu et anticipé les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre qui n'en finit pas? Quel dirigeant de société est capable aujourd'hui de prédire les prochaines mesures douanières ou autres que l'administration Trump et son impact peuvent avoir sur nos activités? L'instabilité s'installe désormais comme une nouvelle normalité. Tout dirigeant d'entreprise ayant pour mission première de créer de la richesse et du profit pour ses actionnaires doit en tenir compte. Diriger et administrer les sociétés n'est plus un titre de gloire, comme certains peuvent le croire. C'est un siège brûlant et éjectable au gré des insatisfactions des actionnaires, toujours pressés d'empocher le fruit de leurs investissements. Dans ce contexte, notre cabinet qui souffle cette année 25 bougies souhaite à travers cette rencontre annuelle proposer aux brillants décideurs d'entreprise que vous êtes un espace d'échange, d'interaction et de discussion sur les voies et moyens de faire de la qualité de la gouvernance une première force de nos entreprises qui sont dans une compétition mondiale. Le thème de cette seconde édition est le suivant: réévaluation de plans stratégiques et restructuration d'entreprise, collaboration entre conseil d'administration et direction générale. En effet, un regard furtif sur l'environnement de l'entreprise nous permet de retenir trois termes: volatilité, complexité et fragilité. Le conseil d'administration est le siège du pouvoir dans l'entreprise. C'est donc en son sein que les administrateurs doivent, avec compétence, courage et esprit d'innovation, exercer leur mission avec la nécessaire collaboration des directeurs généraux. La gouvernance n'a ni continent ni race. L'Afrique, continent de l'avenir, peut voir émerger des champions du monde en matière de gouvernance d'entreprise. Tel est notre rêve que nous partageons avec vous ce matin. Nos travaux vont s'étaler sur 2 journées grâce à l'intervention d'éminents experts du cabinet EY, Afrique Search, G&A de Gilles Attali. Ils sont tous dans leur domaine des fiertés de l'Afrique et notre cabinet leur exprime par ma voix une infinie gratitude. Mesdames et messieurs, ce séminaire est celui du partage. Aussi, je voudrais formuler le vœu que par vos interventions,
vous transformiez cette rencontre en un enseignement mutuel. Pour finir, je souhaite que nos échanges durant ces 2 journées nous aident à devenir meilleurs, pour bâtir un avenir meilleur pour nos entreprises, pour nos pays restrictifs et pour l'Afrique que nous chérissons. Je vous remercie et bon séminaire. Mesdames et messieurs, c'était là les mots d'accueil et d'ouverture prononcés par Maître Michel Brizouabi du cabinet Bileaka Brizouabi et associés. Il a souhaité bien sûr que nos entreprises africaines deviennent des championnes du monde en matière de gouvernance d'entreprise. Mesdames et messieurs, nous avons donc notre première fierté qui vient de s'exprimer. Lui-même a présenté les autres fiertés africaines qui nous accompagnent à l'occasion de ce séminaire. La prochaine thématique va porter sur les fondamentaux de la planification stratégique. La personnalité qui va faire cette présentation est une personnalité inspirante. Finalement, pour tous ceux qui sont dans le secteur du marketing, on le connaît, dans le secteur de la stratégie, on le connaît, mais également le commun des mortels, parce qu'au-delà de son champ d'action, il est impactant et inspirant pour la plupart des jeunes et des moins jeunes. Mesdames et messieurs, le prochain intervenant a fondé le cabinet G&A. Donc c'est un groupe G&A qui est un ensemble de 2 cabinets spécialisés. G&A Business Solutions, qui a été fondé à Johannesburg en 2007, et G&A Africa Consulting, qui est établi ici même à Abidjan depuis mars 2017. Avant de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale, il a occupé durant les 22 premières années de carrière de sa vie entre 1985 et 2007 des postes de haute responsabilité au sein de multinationales opérant à la fois en Afrique et en Europe. On connaît ses compétences en matière de marketing, de management et de planification stratégique. Mesdames et messieurs, il est un acteur également clé du développement des compétences en Afrique. Il est le fondateur de l'initiative Afrique Consciente, vous savez de qui je parle, cofondateur de l'Institut africain de gouvernance et plus récemment fondateur du Senam Project. Son influence s'étend à l'écriture, auteur de Être un bon chef, inspirer, diriger, accomplir. Mesdames et messieurs, pour parler des fondamentaux de la planification stratégique, ladies, gentlemen, Gilles Attaï, sous vos ovations. S'il vous plaît, ça serait bien. Voilà, très bien. J'éteins ça peut-être, voilà. Non ? Je garde les 2 ? D'accord, très bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Il y a forcément beaucoup de visages que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais bienvenue à cette belle initiative. Il est important que administrateurs et opérationnels, directeurs généraux, puissent parler ensemble. La partie que moi j'ai à présenter pour vous aujourd'hui n'est pas une partie qui va parler de la différence entre les conseils et les CODIR. Je vais vous parler de ce que les conseils d'administration et les CODIR ont en commun, c'est la volonté de grande performance. C'est tout. On est administrateur parce qu'on est censé apporter à l'organisation opérationnelle quelque chose qu'elle n'a pas, quelque chose de différent. Et on est en direction générale ou en direction départementale dans un CODIR parce qu'on est censé trouver la solution sur le marché qui fera la différence et qui apportera suffisamment de bonheur aux actionnaires. Donc, quand on parle de planification,
Je ne vais pas faire de distinguo entre les uns et les autres. C'est un champ commun pour nous tous. Il nous faut port fermé. Alors généralement, quand on parle de planification stratégique, les gens pensent à des chiffres. Oui, il faut des chiffres. Mais avec vous, au niveau où vous êtes, je ne vais pas parler du petit détail opérationnel. Je voudrais peut-être essayer d'élever les esprits et de nous assurer que nous sommes dans la bonne dimension. Quand on parle de planification stratégique, on doit d'abord commencer par la bonne dimension. La seule raison d'être de la planification stratégique, c'est de pouvoir faire deux choses. C'est de comprendre son environnement, tout ce qui est dans l'environnement, qui peut être favorable ou qui peut être défavorable, et puis ensuite de connaître son environnement interne afin de se dimensionner selon ce qu'on a décidé pour arriver au résultat. Je pourrais arrêter ma présentation ici si tout le monde a compris ce que je viens de dire. Michel, je continue? Je continue, très bien. Je vais donc détailler un peu ce que je viens de vous dire. Toute organisation qui ne planifie pas, planifie son propre échec. Et c'est juste une démarche d'organisation, mais d'abord de prévision, puis de décision et enfin d'exécution. Une organisation doit s'interroger sérieusement sur ce qu'elle veut. J'ai le bonheur, dans mon travail, depuis 22 ans que j'accompagne les organisations, et je dois vous le dire, peut-être pour mon malheur, de rencontrer des organisations qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles veulent tout et rien en même temps. L'outil de planification dont on va parler ensemble permet d'être clair sur ce que l'on se donne comme objectif. On ne peut pas tout avoir. Il est impératif de prioriser. Mais comment est-ce qu'on priorise? C'est une des choses que l'on va voir ensemble. L'organisation doit se donner le temps de bien comprendre l'environnement dans lequel elle opère et après de décider quels sont les leviers qu'elle a en interne pour saisir une opportunité ou échapper à une menace. Ce n'est que ça, la planification. Ce n'est juste que ça. Bien comprendre l'environnement, tous les tenants de l'environnement, et comprendre comment on doit se dimensionner à l'intérieur pour saisir une opportunité ou échapper à une menace, au fin de donner en performance les objectifs commerciaux et financiers qu'on a promis au conseil d'administration, qui l'a promis aux actionnaires. J'aime beaucoup cette phrase. Elle dit que si nous disposions de 6 heures pour faire tomber un arbre, il serait judicieux d'en passer 4 à aiguiser sa hache. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se préparer. Quand on est bien préparé, le temps de l'exécution est court et efficace. Il n'y a pas d'honneur à rentrer à la maison et être éreinté sans avoir la possibilité de dire clairement ce qu'on a fait dans la journée. Il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui planifient, qui préparent. Sauf cas de force majeure, et on en a vécu un ici aujourd'hui, je reconnais ça, mais qui sont capables d'exécuter, c'est-à-dire de tenir la promesse de manière aisée et d'avoir une qualité de vie qui est heureuse. Mais pour cela, il faut décider ce que vous voulez vraiment. Vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, si j'avais 6 heures pour faire tomber un arbre, je serais content d'en passer 4 à aiguiser ma lame, afin qu'en 2 heures, je puisse en faire tomber 1, 2, 3 et autant que je voudrais. La planification stratégique, et je le dis depuis 22 ans que je fais de l'accompagnement, depuis 18 ans que je fais de l'accompagnement, est malheureusement un rite qui n'est pas bien compris. C'est un rite annuel. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations, une fois par an, décident de tout arrêter pour travailler sur leur plan stratégique. Il peut être annuel, il peut être triennal, il peut des fois même être quinquennal. On arrête tout.
Et puis, autour du mot planification stratégique, il y a tout un ensemble de mythes. C'est réservé aux élites. Ce sont les personnes intelligentes, avec beaucoup d'expérience, seules, qui peuvent parler de planification. Et dans la salle du conseil ou de la salle du CODIR où se tiennent les sessions de planification, ne sont admis que les personnes qui ont le badge directeur ou président. Plus que ça, il y a beaucoup d'improvisation et de feeling. Quand on est haut perché, certains d'entre nous n'avons aucun touch avec la réalité opérationnelle. Mais nous avons le sentiment que c'est ce qu'il faudrait faire et à la fin, on finit avec un calendrier d'action qui, forcément, est très déconnecté de la réalité et on impose le plan à ceux qui sont censés l'exécuter. Beaucoup de choses que je viens de dire. Beaucoup de choses que je viens de dire et que l'on va devoir corriger en comprenant que la planification stratégique est un exercice de transformation, mais surtout de questionnement sur deux choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, sur le vrai potentiel qu'il y a, je parlais de l'environnement extérieur, et puis surtout sur les vraies capacités que nous avons en interne de faire de l'extérieur un allié. Je ne peux pas dire ça mieux. Si je devais m'arrêter maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. La planification, c'est deux choses. C'est de comprendre l'environnement dans lequel on évolue. D'abord, de comprendre ce qui est externe et qui nous est imposé. Par exemple, la régulation ne nous appartient pas. Il y a des métiers très régulés dans cette salle. Les banques, par exemple, vivent sous le diktat, non, le mot diktat n'est pas le bon, mais sous la surveillance des commissions bancaires. On ne peut pas changer la commission bancaire, elle dit ce qu'il faut et on le fait. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Excusez-moi. Je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Premièrement, donc il faut comprendre l'environnement légal. Il faut comprendre, bien sûr, le marché, marketing. Il faut comprendre toutes ces forces qui existent, qui nous sont favorables ou défavorables. Et puis après, seulement après, il faut penser à comment nous sommes équipés à l'intérieur pour aller saisir à l'extérieur ce qu'il faut. Donc c'est un exercice toute l'année de questionnement avec S sur le vrai potentiel à cause de ce qu'il y a dehors et aussi à cause des vraies capacités que nous avons à l'intérieur. Mais trop d'organisations ont du mal à faire la chose en deux temps et dans la séquence que je viens de vous dire. Pour saisir une opportunité à l'extérieur, il faut avoir des ressources, mais il faut d'abord les comprendre. Il faut bien les lire et bien les analyser. Et c'est après simplement, merci beaucoup madame, que l'on peut capitaliser sur les forces internes ou travailler, merci, à se départir des faiblesses, des choses internes qui, elles, sont sous notre contrôle. Forces et faiblesses sont sous notre contrôle, c'est l'interne, c'est la qualité de recrutement, c'est la qualité de la motivation, c'est la grille salariale, c'est toutes les choses que l'on sait faire. L'environnement, on ne peut pas le bouger, mais il faut vivre avec ça. D'ailleurs, sur le cas, il faut bien comprendre que l'interne nous appartient à nous et il appartient de la même manière à la concurrence. Mais l'externe est le même pour chacun d'entre nous. Donc il faut bien comprendre ce pot commun avant de regarder à ce que nous avons à l'interne pour planifier et faire ce que l'on veut faire. Et quand l'outil de planification stratégique, je vous propose quelque chose de concret tout à l'heure, se construit à partir de fondations rigoureuses, il est possible de façon totalement authentique de construire un avenir heureux et pérenne. Je propose qu'il y a 6 questions qu'il faut se poser sérieusement et prendre le temps de mâcher avant de déglutir. La première, elle est peut-être même la plus importante. Où sommes-nous actuellement? Beaucoup d'organisations travaillent à leur futur sans avoir bien compris leur présent. Mais le présent n'est jamais que la somme d'événements du passé. Il faut passer du temps à bien comprendre où nous sommes actuellement
pourquoi nous en sommes là et quels sont tous les faits qui ont contribué, c'est-à-dire comment nous sommes arrivés là. Et cette analyse de la situation, c'est le nom que je donne à cette question, elle est massivement importante. Si on ne comprend pas pourquoi on en est là, si on ne sait pas tous les faits antérieurs qui ont amené à la situation dans laquelle nous sommes présentement, comment sérieusement pouvons-nous penser à travailler sur l'avenir? Ce n'est même pas logique. Il faut connaître son présent, c'est-à-dire tous les faits qui ont amené la situation actuelle, avant de penser un jour à ce que l'on ferait, ce qu'on pourrait faire demain. Mais je vous le dis pour notre honte à nous tous. Trop d'organisations sont pressées, tu l'as dit. On veut des résultats, on veut des résultats, oui. On est pressé, allons-y doucement. Réfléchissons à comment est-ce que nous sommes. Ça, c'est l'analyse de la situation. La deuxième chose, il faut se demander, sur tout ce que l'on sait qui fait notre présent, quelles sont nos priorités, c'est-à-dire quelles sont les choses sur lesquelles nous devons garder nos regards fixés. Excusez-moi. Quelles sont les choses sur lesquelles nous devons garder le regard fixé? Quelles sont les choses qu'on ne doit jamais perdre de vue? Ce qu'on doit surveiller comme le lait sur le feu. Où devons-nous garder nos regards fixés et quelles sont nos priorités? Là est la deuxième question, une fois qu'on a bien fait notre analyse de la situation. La troisième question, et le verbe décider est important, où décidons-nous d'aller? Quelle est la destination choisie? Et c'est là que beaucoup d'entre vous entendront cet acronyme SMART, SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et marqué dans le temps. Mais comment pouvez-vous avoir un objectif intelligent SMART si vous n'avez pas payé le prix de savoir où vous êtes, comment vous êtes arrivé là et quelles sont vos priorités? Donc la troisième étape, forcément, elle est l'étape de l'objectif. Quels sont les objectifs qu'on va se donner, c'est-à-dire où est-ce que nous décidons d'aller et comment et quand voulons-nous atteindre notre destination? La quatrième, qui apparaît trop souvent comme étant la première pour une organisation qui ne comprend pas le chemin, c'est comment on va arriver. Quelles sont les options? Très bien, allez, on a tel problème, faisons ceci. La quatrième, ce sont les stratégies. Quelles sont les options possibles? Elles ne peuvent naître que d'une bonne analyse de la situation, d'une bonne priorisation, d'un bon objectif donné SMART. Et là, on est équipé pour savoir ce qu'on va faire et comment on va arriver. C'est ça la planification stratégique. C'est pas très difficile en fait. C'est pas difficile ce que je vous dis. Ce qui est plus difficile, c'est de mettre ça en action. Parce que le feu de la pression, le feu du résultat qu'on doit donner dès demain matin, fait qu'on a tendance à oublier toutes ces étapes. Or, c'est mortifère. C'est la mort assurée. D'aller vite, vous aurez quelques résultats pendant 2-3 jours, mais si vous voulez quelque chose de pérenne, il faut payer le prix des 3 étapes précédentes avant d'y arriver. La cinquième étape, la cinquième question, c'est comment est-ce que je vais m'assurer que les promesses que j'ai faites, je vais les tenir? Ah oui, quand on fait une promesse, il faut tenir sa promesse. Quand on est responsable, qu'on a donné sa parole, on tient sa parole. Comment s'assurer que nous ferons ce que nous avons prévu et même certainement communiqué? Sommes-nous vraiment équipés? Avons-nous les capacités, les ressources pour exécuter? Sommes-nous motivés? Sommes-nous engagés? Voici les 5 questions qui doivent être les questions qui taraudent l'esprit de quelqu'un toujours quand il parle de planification stratégique. Alors, les chiffres, les tableaux de bord, croyez-moi, je les comprends très bien. On pourrait passer 5 heures dessus si vous voulez, mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, tous les tableaux de bord, tous les chiffres, toutes ces choses doivent exister pour nous permettre de répondre à ces questions. Mais les questions fondamentales, c'est 1.
Où suis-je? Comment se trouve que je suis là? Quand je comprends ce qui se passe, quelles sont les choses que jamais je dois lâcher de l'œil? Priorité. Ok, maintenant que je comprends ça, où est-ce que je veux aller? Quand est-ce que je veux aller? Objectif. Très bien. Pour passer de mon premier état, analyse de la situation, à objectif réalisé, qu'est-ce que je vais faire? Stratégie. Très bien, mes stratégies sont claires. Comment je peux m'assurer que moi et toute mon équipe, ensemble, on a envie, on est équipé pour pouvoir le réaliser? Exécution. On comprend bien? Et en fait, ce que je viens de vous dire, il reste juste une dernière étape, qui est la 6e question. C'est comment je vais mesurer que j'ai atteint mes objectifs. Parce que quand on se lance dans quelque chose, il faut avoir, on appelle ça donc des KPIs, si vous voulez, il faut avoir des indicateurs de performance qui permettent de se jauger et de se juger sur la qualité de l'exécution, sur la qualité de la promesse tenue face aux personnes à qui on a promis qu'on ferait. Comment allons-nous mesurer ce que nous avons atteint les résultats et quelles leçons allons-nous tirer ensemble de nos succès ou de nos échecs? Parce que, mesdames, messieurs, tout concourt. Il fallait savoir qu'il pleuvait, il fallait savoir que les roues étaient boueuses, il fallait savoir que les questions d'ambulance, ce n'est pas des questions de jeu, c'est des questions de mort, et que la mort d'une personne peut apporter beaucoup de malheur pour des dizaines, voire des centaines de personnes, dépendant du poids de la personne qui meurt dans la communauté. Et tout concourt. Je dois savoir où est-ce qu'on est, je dois savoir c'est quoi ma priorité, je dois savoir mes options possibles, je dois savoir comment je le fais, puis j'être sûr que je suis vraiment équipé pour pouvoir y arriver. Et donc, voici donc les 5 étapes dont je vous parlais. Première étape, l'analyse de la situation. J'ai longuement expliqué. La 2e étape, c'est les priorités. La 3e étape, ce sont les objectifs. La 4e étape, ce sont les stratégies. La 5e étape, c'est l'exécution. Question, si je puis me permettre. Est-ce que quand on a exécuté, on a fini? Non? Pourquoi on n'a pas fini? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, merci de me le dire. Il faut donc, qu'est-ce qui est marqué là? Il faut évaluer, analyse des écarts, questionnement. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi, alors que j'avais fait une bonne analyse de la situation, une bonne priorisation, des objectifs smart et intelligents, des stratégies, un plan d'action décent, pourquoi l'exécution ne me donne pas les résultats dont je parlais et ce que je voulais? Mesdames, messieurs, encore une question. Quand on fait une revue évaluation, qu'est-ce qu'on fait en fait? Regardez le schéma devant vous. C'est marqué devant vous. Quand on fait une évaluation ou une revue, qu'est-ce qu'on fait en fait? On refait une analyse de là. Ben voilà. La planification stratégique est un circuit itératif de 5 étapes. Parce que quand j'analyse mes réalisations par rapport à mes prévisions, je ne suis en train de faire qu'une nouvelle analyse de la situation. Et je vais donc reprioriser. Je vais me redonner des objectifs. Je vais re-stratégiser et je vais re-exécuter. Et quand vous aurez re-exécuté, monsieur, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudra faire? On va encore faire une réévaluation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans ma première slide. Ce n'est pas un moment consacré où on ferme les portes, où les personnes intelligentes s'asseyent. C'est un questionnement de tout moment. Quel que soit ce que vous faites, vous êtes dans le cercle, quelque part. Et le cercle est dynamique. Il vous oblige à vous poser des questions sur le suivant. Prenons l'industrie FMCG, produits de grande consommation. Vous avez plusieurs marques. Il y a une marque que vous venez de lancer. Elle fait son parcours qui n'est pas le même qu'une marque qui, à côté, est mature. Vous n'êtes pas dans le même cercle.
Mais la personne qui travaille sur tout, travaille sur plusieurs cercles en même temps. Et c'est pour ça que la question de planification jamais ne quitte la tête de la personne qui est responsable. Et on a des responsabilités complémentaires, qu'on soit au CODIR, directeur général, ou bien qu'on soit membre d'un conseil d'administration. Alors ça, c'est la charte un peu plus complexe qui explique ce que je viens de vous dire. L'analyse externe, l'analyse interne vont nous sortir opportunités, menaces, puis forces et faiblesses. La SWOT va nous donner les priorités stratégiques, les objectifs, les stratégies, le plan opérationnel, puis après, l'exécution et le suivi. Je voudrais faire un focus sur la première étape parce qu'elle est très importante là où nous sommes ensemble. Quelquefois, on va se rendre compte que ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas pour les 5 raisons que vous avez ici. Et c'est toujours une de ces 5 raisons. Et en face, je vous mets, pour créer le lien, les étapes, la planification dont je vous ai parlé. C'est soit parce qu'on n'a pas bien compris son environnement, donc l'analyse de la situation n'a pas été bonne, soit parce qu'on n'est pas clair sur précisément ses priorités, la phase de priorisation n'a pas été bonne, soit c'est parce que je ne sais pas vraiment ce que tu attends de moi. Qu'est-ce que c'est que l'objectif? Collectivement, on est là, on dit oui, on va dépasser la concurrence, on va faire plus 5%, mais on ne comprend pas très bien même ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on pêche au niveau de la clarté des objectifs. Comment on va le faire? Des fois, on ne sait pas, mais on ne dit pas qu'on ne sait pas. C'est très difficile. C'est la stratégie, les tactiques, et puis finalement, on n'est pas équipé, on n'est pas inspiré pour exécuter, et toute l'équipe n'a pas la motivation nécessaire. J'avais une conversation tout à l'heure avec mon frère Tiemoko, qui est là, et on parlait un peu de ça. Tu diriges, mais est-ce que tu es sûr que tout le monde a le même engouement pour ce que tu fais? Et toutes les 4 premières phases peuvent être bonnes, mais là où la réalité se voit, c'est au moment de l'exécution. Le plan peut être très bon, mais au moment d'exécuter, on peut avoir un problème parce que peut-être on n'est pas équipé ou alors les personnes ne sont pas motivées. La planification stratégique, ce pourrait être juste ça. Sauf que c'est un peu plus complexe. Et pour cela, essayons d'avoir la bonne perspective. Michel Brizobi, maître, tout à l'heure, tu as parlé du monde dans lequel on vit. Mais voici le monde dans lequel on vit. Et tu en as cité quelques-uns de ces facteurs. Les réalités de ce monde contemporain où les changements vont très très vite nous imposent d'être vigilants. Internet, ça va très très vite. Le monde virtuel est un monde avec lequel il faut faire. Ouais, qui ne sait pas si une deuxième chose comme ça ne peut pas arriver demain? Et qui aurait pu la prévoir? Ça a changé beaucoup de choses. Tu as parlé de ça. Ouais. Nous, Africains, on n'a peut-être pas ça immédiatement, mais ça a des conséquences sur nos économies et sur nos business. Mais n'allons même pas chercher midi à 14h quand nous avons la guerre et tout ce qu'il faut autour de nous, ce qui est déplorable. Je pourrais te parler également de ceci. On ne voit pas les choses de la même manière. Je respecte de loin ces choses, mais elles existent. Et puis à côté, tu as une Afrique qui dit, voilà, j'ai ma chose à dire, et qui comprend que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, bien les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Eh bien, les Africains se lèvent aujourd'hui pour dire, peut-être qu'il faut qu'on pense un peu différemment, il faudrait peut-être qu'on pense un peu par nous-mêmes. Et des gens se sont mis ensemble et ont essayé de donner un nom avec 4 qualificatifs pour décrire le monde. Aujourd'hui, on parle d'un monde VICA. Le monde VICA, c'est un monde, pour le V, qui est vulnérable. En fait, tout peut être vulnérable aux crises, aux changements rapides, aux risques imprévus. Nous vivons dans un monde VICA. V pour vulnérabilité. Le I qui suit, c'est pour l'incertitude. Les événements, les conditions imprévisibles rendent la planification à long terme très difficile. Un événement peut arriver qui fait qu'une certitude devient une erreur totale et on est toujours en train de changer de paradigme. La troisième chose, c'est que le monde est complexe. Ce qu'on voit en surface n'est jamais que le fruit de beaucoup d'interconnexions. C'est le fruit de quelque chose, mais en bas,
il y a beaucoup de choses qui se passent qui nous donnent le résultat que nous voyons en haut. Et donc, ça rend certaines manifestations de problèmes, certains symptômes difficiles à comprendre et certaines maladies difficiles à résoudre. Et puis finalement, il y a le A pour compléter VICA, l'ambiguïté. Tout n'est pas totalement noir, tout n'est pas totalement blanc. Et c'est pour ça qu'il y a des avocats qui, sur un seul texte de loi, sont capables de vous dire non, c'est noir, et l'autre vous dira que c'est blanc. Non, mais j'ai rien contre les avocats. Il faut qu'ils fassent leur vie aussi, hein, et on a besoin d'eux. Maître, j'ai rien dit de méchant. J'ai juste dit ça. Je crois que le métier d'avocat explique bien la question d'ambiguïté. Un texte peut être interprété suivant qu'on le regarde comme ça ou comme ça. Et donc le monde dans lequel on vit est un monde VICA, vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Et malgré ça, chacun de nous a les obligations non négociables de la performance. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, je veux mon budget. C'est comme ça qu'on parle, n'est-ce pas? Je m'en fous, je veux mon budget. Tu me fais tes chiffres. C'est ce que tu avais promis, tu me les fais. Oui, mais je travaille dans un monde VICA. Laisse ces questions de consultant à côté. Moi, tu me donnes mes chiffres. On doit faire le budget. Tu dois me donner mes résultats financiers. Tu dois me donner mes résultats commerciaux. C'est non négociable. La dictature de l'obligation de la performance, elle s'impose à chacun d'entre nous. Et on a bien compris que le premier outil, certainement, pour pouvoir mieux contrer tous ces affres, c'est la planification habile, intelligente et professionnelle. Et aujourd'hui, nous disons, il n'y a que deux réponses que l'on doit donner. Je l'ai un peu dit en introduction. C'est de comprendre qu'il y a deux choses qui sont incontournables. Il faut être très fort sur ce qu'on appelle sa raison d'être. Ici, je voudrais parler d'un département que je comprends bien, mais qu'on ne voit pas toujours à la table de discussion. Le marketing, la compréhension du marché. Le marketing, ce n'est pas seulement pour la vente, hein. Il y a une partie analytique, compréhension des faits, qui n'est pas négociable. Et cette fonction, elle est essentielle, mais on ne la voit pas toujours dans les sacs de décision. C'est un gros défaut. Peut-être n'avez-vous pas les bons hommes, mais la fonction, elle est très importante. Parce qu'elle permet de comprendre tout l'environnement, de comprendre tout ce qui est externe à vous et que vous devrez mesurer pour savoir ce que vous allez faire. La raison d'être d'une organisation ne se fait pas comme ça dans le vide. Elle part de la compréhension d'un besoin non assouvi auquel il va falloir répondre. Et ce besoin non assouvi, il n'est pas à l'interne, il est forcément à l'externe. Et parce que les clients, les consommateurs, les partenaires extérieurs ne vous diront pas toujours de manière précise ce dont ils ont besoin, il faut fouiller, il faut creuser pour pouvoir le savoir. La deuxième chose, c'est la discipline de l'exécution. C'est l'alignement, c'est l'engagement, c'est la mobilisation pour tenir les promesses. La fonction RH est très importante et on va dire maintenant, on retrouve même avant on avait des directeurs du personnel, après on a eu des directeurs des ressources humaines, on commence à avoir des directeurs du capital humain, on a maintenant, dans certaines organisations, directeurs de la culture. La manière dont on pense, la manière dont on est. D'accord ? Et c'est tout ceci qui peut apporter la performance. Deux réponses stratégiques. Une, bien être campé fort sur notre raison d'être, fort dessus, et puis après, la discipline d'exécution. Une organisation qui a les deux, en principe, est en marche pour faire des bons chiffres et pendant longtemps. La discipline dont j'ai parlé parle d'abord de comprendre le potentiel, puis de comprendre nos capacités, et enfin de pouvoir mobiliser. L'approche, elle est toujours outside in. Elle se nourrit de l'extérieur pour se construire à l'intérieur. C'est ça la planification. Je comprends mon environnement et après je décide comment est-ce que je suis. Donc j'analyse tout le potentiel que propose l'univers. J'apprends à rechercher en dehors de ce que nous croyons savoir et seulement après, je me dimensionne en fonction de ce que je décide
que je vais aller prendre dans l'univers. L'univers me donne une somme folle de choses que je peux saisir. Je dois les comprendre. Je regarde à mes capacités internes et je décide, avec ce que j'ai et ce que je peux construire, voilà ce que je vais aller prendre. Et je m'oblige à mobiliser, à motiver, à engager mes équipes. Et c'est là que l'on parle donc d'un modèle qu'on appelle le POCAMO, potentiel, capacité, mobilisation. Mais cela demande un autre calibre de dirigeants. Et je vais conclure en parlant pendant 15 minutes de ce que nous appelons le bon chef, qui est la personne équipée pour bien comprendre le potentiel, pour bien évaluer les capacités, mais aussi, surtout, pour être capable de mobiliser, de motiver, afin que le plan ne soit pas une promesse vide, mais une promesse réalisable et dans la durée. Nous avons fait un travail, oui, l'ordre dans la séquence est essentiel, c'est bien POCAMO, potentiel, capacité, mobilisation. Et ça demande un nouveau type de dirigeant. Et ce que je vous dis maintenant n'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui est le fruit d'un vrai travail scientifique que nous avons accompli sur 23 pays sur ce continent. L'erreur quand on parle de... J'ai combien de temps pour faire 1 heure? D'accord, ok. On a fait le travail sur ce continent, voilà, tous ces pays-là, c'est bien l'Afrique subsaharienne, et on a compris beaucoup de choses. Ça, c'est juste pour expliquer un peu la méthode, mais je vais passer dessus. Je vais juste dire qu'ici, qu'on a créé un modèle grâce à une banque de données selon les capacités pertinentes et des critères culturels pertinents. Oui, nous sommes dans un environnement qui n'est pas l'Europe, nous sommes dans un environnement qui n'est pas l'Amérique. Il est important de bien le comprendre. Donc, on a fait un travail qui est scientifique, mais qui s'appuie un peu quand même sur des critères culturels pertinents. Et le projet a 4 outils. Je vous les passe, c'est pas la peine. Juste pour vous dire que le modèle du bon chef dont je parle, celui qui est capable de faire le bon planning stratégique, le bon plan stratégique et s'assurer de son exécution, aujourd'hui, nous ne parlons plus, on essaie de parler de moins en moins d'une part de leadership, l'autre de management. On parle de bon chef, qui est une figure tutélaire, humaine, qui ensemble attire, inspire, c'est ce qu'on appelle leadership, mais qui en même temps s'assure que ça se passe, c'est ce qu'on appelle management. Et le bon chef produit 3 choses, il inspire, il dirige, il accomplit, grâce à cette capacité que l'on voit ici, la capacité de perspective, d'engagement, de mobilisation, de valeur, de principe, de priorisation et de pilotage, qui donne l'inspiration, la direction et l'accomplissement. Donc, je vais très vite en disant que, alors en plus, nous avons mis un livre, et le livre est disponible. Je pourrais vous le présenter à la pause. J'en ai amené quelques exemplaires ici. Et aujourd'hui, nous travaillons donc à transformer, sur base de la planification obligatoire, le modèle de dirigeant qu'il nous faut, aussi bien à l'interne, direction générale, que dans les conseils d'administration, pour nous assurer que ce que nous promettons que nous allons faire, nous allons pouvoir le délivrer. La perspective étant bien sûr d'avoir une communauté en famille, en entreprise, en organisation, de bons chefs équipés et engagés, confiantes, autonomes et productives pour atteindre le potentiel souhaitable de différentes parts. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire et je conclue avec cette slide. Pour mieux se projeter, 2 choses en conclusion. Le monde dans lequel on vit nous donne une seule certitude, c'est qu'il y aura encore de nouveaux défis, il y aura des challenges inédits qui vont se présenter à nous et la plupart d'entre eux sont totalement inconnus. On estime, des personnes très sérieuses estiment que 50% des métiers qui vont prospérer en 2030, nous ne les connaissons pas. 2030, c'est quand? C'est dans moins de 5 ans. 50% des métiers qui vont prospérer, je n'ai pas dit des métiers, parce qu'on aura toujours des
des métiers. Il y aura tous les métiers. Mais les métiers qui vont vraiment prospérer, 50% de ces métiers ne sont pas connus. Ça nous oblige à la perspective, à la longueur d'avance que nous devons tous avoir sur les événements. La deuxième chose, c'est que, comme je dis, la plupart d'entre eux étant totalement inconnus, ça implique que seuls ceux qui sont capables d'envisager demain vont prospérer. Ceux qui sont incapables de penser plus loin qu'aujourd'hui sont en danger. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la sélection, elle, a déjà commencé et elle ne va aller qu'en s'accentuant. À ne penser qu'à l'instant, on se laissera toujours surprendre par l'événement. Et c'était donc mon dernier mot. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Monsieur Gilles Attaï. Merci infiniment. Petite présentation sur les fondamentaux de la planification stratégique. On a bien compris que si je veux couper plus vite mes arbres, il va falloir que je passe plus de temps à aiguiser ma machette. Et ensuite, quand elle est bien aiguisée, c'est plus rapide plutôt que d'y aller tout de suite et de me rendre compte que je dois retourner aiguiser la machette. Donc je pense que cette image, dès le départ, résume le propos. On va donc ouvrir les échanges. Moi, j'ai ma première question. Dans le plan, les priorités viennent avant les objectifs. Donc, pour moi qui ne suis pas un habitué de la planification stratégique, ça me paraît un peu décalé. Je me dis, on fait les objectifs et on priorise. C'est comme ça que nous, on fait dans nos vies en général. Mais là, il y a une forme de big picture, quelque chose comme ça que vous appelez priorité, et ensuite les objectifs. Voilà, c'est juste la question d'entrée pour commencer les échanges. Je parle des objectifs qu'on s'est choisis. Je ne parle pas d'un objectif imposé et qui a très peu de chances d'être réalisé. J'ai travaillé pendant 22 ans en organisation. Je sais ce que c'est qu'un objectif politique. Où on t'oblige à dire, Gilles, tu vas faire plus 13%. Tu dis, boss, c'est pas possible. Le board te dit, vous ferez 15%. Très bien. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'objectif qu'on s'est choisi à partir d'une bonne compréhension de son marché. On a tiré les priorités, c'est-à-dire les choses que l'on a comprises qu'il va falloir bien vérifier avant de se donner un objectif. Je ne parle pas de l'objectif que l'on donne en début de session pour dire « vous ferez cela ». C'est pour ça que ça ne marche pas. Le top-down doit s'accompagner un peu de bottom-up. Et si on a une vraie conversation, on doit commencer par l'analyse de la situation, bien comprendre, de manière honnête. Voilà où nous en sommes. Ok, donc ça, il faut qu'on fasse attention à ceci. Ça, il ne faut pas qu'on laisse. C'est ça les priorités. Et à cause de ça, on est capable sereinement, mais en poussant, ce n'est pas confortable, de se donner des objectifs. C'est là où je suis. Et c'est ce que j'expliquais. C'est clarifié, hein? Pour moi, c'est clair maintenant. Hein. Mais comme c'était juste la question d'introduction, vous avez la parole pour les autres questions. Je veux juste voir les premières mains, sinon je vais continuer mes commentaires. Ce que j'ai compris, c'est qu'après l'analyse de la situation, on a des points de pression, des points de douleur qui sont là devant nous. Et donc on se dit, voici ces points qu'on vient d'analyser, on doit s'occuper de ça. Absolument. Et ce n'est qu'après que finalement on peut les découper en des objectifs plus concrets. Voilà, voici comment j'ai compris. On peut dire ça comme ça. Voilà. Yes. Première série de 3 interventions. Oui, merci de m'aider avec le micro. Question, contribution, retour d'expérience aussi, en même temps. Bonjour Gilles. Bonjour. Je suis Soro Suleiman, directeur juridique de Stanbic. Vous avez parlé tantôt de leadership. Je voudrais que vous nous donniez quelques exemples de leaders. Et puis, quel est selon vous le meilleur type de leadership en entreprise? Merci beaucoup. Si vous le permettez, Gilles Attaï, on va prendre 3 questions à la fois pour y répondre en une seule fois. Première question portant sur le leadership et les recommandations en matière de modèle de leadership inspirant qui pourrait nous servir de référence. Deuxième question, contribution. Oui. Bonjour, Monsieur Gilles. Bonjour. Alors, vous avez parlé du diagnostic stratégique comme étant un préalable à une bonne planification stratégique. Alors, quelle est la place des ressources, et surtout des ressources financières, dans une bonne planification stratégique? Je suis Jean-Paul Wabo de Petrosi Holding. Enchanté. Merci. Merci beaucoup. Troisième question.
Ok, sinon c'est moi qui la pose. Hein. Ok, très bien. Question devant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci également pour la prestation, très professionnelle. Mais dans un monde de VICA où tout est, disons, imprévisible, incertain, complexe, ambigu, est-ce qu'on peut avoir des normes en termes de gestion, en termes de stratégie qui s'adaptent selon des situations imprévisibles? Comment est-ce que, autrement dit, comment est-ce que on parle de planification, on parle de stratégie dans une mouvance où il y a des imprévus qui peuvent être assez, je dirais, planétaires? Merci beaucoup. Vous avez donné votre nom? Mon nom, c'est Souleymane Koné. Je suis le président du conseil d'administration de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Comment on prévoit l'imprévisible? C'est ça. Et puis ma petite question, finalement, pour la planification stratégique, ça relève de qui? Le conseil d'administration, la direction générale? Les deux? Si oui, comment? Très bien. Merci beaucoup. La question la plus simple, c'est la question sur le leadership. Mais je veux dire une chose, hein. Je voudrais compléter avec leadership management, parce que les mots sont utilisés des fois de manière, on mélange un peu. Le leadership, c'est tout ce qui est pull, tirer, attirer, inspirer, donner envie, voilà, voilà. Ça, c'est le leadership. Le management, c'est plus du push, la supervision. La supervision. Oubliez ce que j'ai dit. La supervision, le contrôle, l'évaluation. Les deux compétences sont très importantes. Aujourd'hui, et c'est mon travail, je sais de quoi je parle, ce dont souffrent le plus nos organisations qui sont censées produire de la richesse et de la valeur, c'est même pas un manque de leadership, c'est un manque de management. On est capable d'inspirer les gens, mais au moment de faire, il n'y a plus personne. Je suis africain, donc je peux le dire. Je serais différent, qu'on pourrait peut-être me taxer d'autres choses. Mais je suis africain, je vous le dis. J'accompagne les organisations. Le plus grand problème, ce n'est pas un problème de leadership, c'est un problème de management. Au moment de faire, il n'y a plus personne. Le micro. Plus personne. Le micro. Ah, pardon. Il n'y a plus personne pour faire ce qu'il faut faire. Donc, quel type de leader en Afrique pour nos organisations? J'aime beaucoup parler de service. Et je voudrais compléter devoir, obligation par prérogative. Beaucoup de leaders comprennent leurs prérogatives et leurs droits, mais oublient leurs devoirs et leurs obligations. Le type de leadership dont on a besoin dans nos géographies, c'est d'un leadership serviteur. Vos prérogatives, vous êtes directeur d'un département à la Pétrocis, c'est ce que j'ai compris, n'est-ce pas? C'était vous qui m'a posé la question? Ah, c'était vous, pardon, c'était toi. Voilà. Tu es directeur, tu m'as dit? Directeur juridique. Tes prérogatives sont déjà connues. On les connaît toutes. On sait. Tu sièges au CODIR, tu as droit à la voiture, tu as droit à ceci, tu as un salaire plus sérieux que les autres. C'est bien. Mais est-ce que tu penses à tes devoirs et non pas les yeux fixés sur tes prérogatives et tes droits? Le leadership dont on a besoin inspire par la capacité à faire ses devoirs. C'est tout. C'est tout ce que je voudrais dire. Pardon, j'ai regardé la mauvaise personne, c'était vous. C'est de ça dont on a besoin. Diagnostic stratégique, où est la place pour les finances? C'était qui? Je veux être sûr que voilà, là c'est vous maintenant. Très bien. Mais dans le diagnostic, on doit faire la part de ce qui est finance. C'est obligatoire. Mais attention, aujourd'hui on parle de plus en plus de tableau de bord équilibré. On connaît ça, le tableau de bord équilibré. Les finances ne sont jamais que le résultat d'autres forces qu'il faut agiter. Les ressources humaines, les process et l'organisation, et puis surtout le marché. Très important. Les finances ne sont jamais que le résultat d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai l'occasion de dire souvent, en provoquant, les finances n'apportent aucune valeur dans l'organisation.
Les deux départements qui apportent la valeur dans l'organisation, c'est un, le marketing qui va comprendre le marché, et deux, les ressources humaines pour donner les hommes qu'il faut. Les finances, is just after the fact. Et donc, il est important de connaître son équilibre financier, la gouvernance, mais attention, il est important également de comprendre le sentiment du personnel. Il est important de comprendre également les sentiments du marché et bien comprendre ses process. Et après, tout ce qui vient après comme finance doit être évalué, contrôlé. Il y a tout un ensemble de choses que l'on peut discuter dessus. Mais c'est dans la conversation, absolument. J'ai provoqué quelqu'un en disant tout à l'heure que les finances n'apportent pas de valeur, mais c'est vraiment ce que je pense. Hein. Mais c'est pas une insulte. Il faut comprendre ce que je veux dire. Les finances mesurent ce qui est fait. La finance n'active rien. La position financière est très importante parce que c'est elle qui donne la gouvernance, qui donne la santé de l'organisation. Mais elle ne crée pas de valeur. Je me suis fait encore des ennemis aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. VICA, président, comment est-ce qu'on fait dans un monde VICA? Comment est-ce qu'on peut planifier lorsque tout est vulnérable, tout est imprévisible, indécis, tout est complexe et tout est ambigu? Plus on cherche et mieux on se protège. Plus on cherche, plus on est capable d'avoir des plans B et des plans C qu'on pourra mettre en action au cas où le plan A ne marchera pas. Dieu seul sait ce qui va nous arriver demain matin. Je n'ai même pas la certitude que je vous vois ici même demain matin, que je suis encore ici, demain. Je ne sais pas, mais je pense que oui. Qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir mieux vivre dans un environnement VICA? C'est plus travailler notre planification, bien comprendre quels sont tous les facteurs qui influent sur notre performance, afin que lorsque un facteur s'écroule, on sache où pouvoir aller. Mais il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, je pense que c'est de bien comprendre son environnement qui nous protège le mieux pour avoir des plans B acceptables qu'autre chose. Mais déjà, c'est bien de savoir que le monde est VICA. C'est déjà un bon pas. De savoir que rien n'est dit, la messe n'est pas dite, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est déjà un bon premier pas. Mais quand on peut le soutenir par des faits et des chiffres, c'est encore mieux. Parce que quand ça ne va pas ici, on sait que c'est là qu'il faut repartir, se ressourcer. Et puis votre question, c'était de qui? C'était quoi? Tu m'avais demandé? C'est qui est, who is in charge? Ah oui, voilà. Tout le monde, justement, tout le monde. Mais à la fin, bien sûr, la hiérarchie de l'organisation nous dit qui a la dernière décision. Mais d'abord, le directeur général a une grande responsabilité sur la planification. Parce que même en conseil, les administrateurs ne sont pas forcément des spécialistes de son industrie. Ils apportent une autre manière de penser. C'est très très bien. Mais les spécialistes de l'industrie, c'est la direction générale. Donc il a la responsabilité de la planification. Et c'est lui qui doit maintenant susciter de ses administrateurs les ouvertures nécessaires pour que, enrichissant la conversation, on puisse avoir un plan stratégique qui soit fort et qui tienne l'épreuve du temps. Ainsi, on clôture la première série. Deuxième série de questions, de contributions, de retours d'expérience, de problèmes pratiques à poser. Oui, j'ai une main derrière, une main devant. Et s'il n'y a pas la troisième question, ben je la poserai. Oui, allez-y. C'était où? On va s'assurer que le micro marche. Ok, on va commencer. Ok. Merci, je suis Patrick Oba, administrateur Ecobank Congo. Je reviens sur la dernière étape de la planification stratégique, notamment sur la revue et l'évaluation. Comme M. Gilles était en train de développer, il a affleuré le volet des banques, pour dire que les banques faisaient allusion beaucoup plus aux chiffres, et rien que les chiffres par rapport à la réglementation. Ah non, je n'ai pas dit ça. Mais enfin, c'est pas grave, je vais corriger après. Allons-y. Permettez que je continue. En fait, ma préoccupation, elle est celle-ci.
Est-ce que dans l'évaluation, on peut matcher le volet chiffre et le volet qualité? Parce que on peut atteindre les objectifs sans pour autant qu'on ait les qualités requises, tout comme le contraire. Voilà pourquoi j'avais bien voulu que nous soyons édifiés là-dessus. Si ça n'a pas été préparé, que pour les prochaines fois, que cela soit mis sur la table pour aider les chefs d'entreprise à savoir comment accompagner les collaborateurs pour une bonne évaluation, sinon pour une amélioration des performances. Merci. Merci beaucoup. Le micro vient devant. Ouais. Bonjour, c'est Jean-Marc Brou, administrateur à la BNI. J'ai une question en fait concernant les incertitudes externes comme internes, notamment internes, dans un contexte politique. Souvent dans les entreprises publiques, je dirais, on peut avoir un bon plan, mais il y a une grosse incertitude sur l'accompagnement financier nécessaire pour exécuter le plan de base initiale. Donc, au vu de vos diverses expériences et de vos diverses réponses, est-ce qu'il faudrait envisager d'avoir un plan idéal qui sera communiqué, sachant que ce plan, on a souvent du mal à ajuster les objectifs à la baisse, et à côté, avoir un plan en fait réaliste. Très bien. Merci. Troisième question, le micro retourne. Merci. Merci, Honoré Kwame, associé chez Enseignon. Alors, vous avez parlé de spécialistes qui se réunissent pour bâtir le plan stratégique, que c'était un exercice d'érudit en entreprise, je paraphrase un peu. Alors, quelle est la place des opérationnels dans tout ce processus? Et d'après vos expériences, quelle est la bonne pratique pour que tout le monde soit onboardé? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la première question, je vais reprendre ça très tranquillement. Comme formateur, nous avons très peu de temps pour parler, il faut laisser un impact. Donc c'est normal que nous choquions un peu. Et c'est bien qu'il y ait donc des questions qui nous permettent de bien expliquer. Il y a, tout à l'heure, j'ai parlé du tableau de bord, n'est-ce pas? Et oui, il faut regarder plusieurs dimensions lorsqu'on fait l'évaluation de l'organisation. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une organisation dont les chiffres financiers sont au vert, aujourd'hui. Mais quand vous faites votre due diligence et que vous regardez, vous voyez en fait que sont au rouge toutes les questions de satisfaction employées. Les employés ne sont pas contents. Ce n'est qu'une question de temps, ils vont vous tomber dessus. Vous regardez au niveau des process, ils ne sont pas conviviaux, ils ne sont pas friendly. Vous regardez au niveau des clients, c'est juste parce que vous étiez le seul à avoir une offre qu'ils allaient à vous. Le jour où vous aurez une concurrence, ils vous quitteront. Donc, quand je dis que finance is after the fact, je précise bien. Aujourd'hui, des événements peuvent amener l'organisation à être vue saine de manière financière et même commerciale. Mais si vous ne faites pas attention aux trois autres dimensions, que sont la satisfaction de la clientèle, que sont la satisfaction des employés et que sont la convivialité de vos process, ce n'est qu'une question de temps. Vous passez au rouge dans quelques années. Et c'est pour ça que ceux qui ont bien compris ceci achètent des organisations qui sont au rouge parce qu'elles sont capables d'avoir décelé que les trois autres voyants sont en train de passer au vert. Vous comprenez ce que je veux dire? Les finances, le résultat n'est jamais que le résultat n'est jamais que la conséquence de ces trois autres leviers. Est-ce que les clients sont contents? Est-ce que les employés sont formés, enthousiastes? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la culture est bonne? Et troisièmement, est-ce que les process sont bons? Les résultats financiers ne seront jamais que la conséquence de ces trois choses-là. Donc, si vous regardez juste aux finances et non pas aux trois autres, vous avez un blind spot et ce peut être dangereux. C'est ce que j'ai voulu dire.
Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas regarder. Je suis administrateur dans une banque. Donc je comprends, les chiffres, c'est très important. J'ai même une de mes collègues administratrices qui est dans la salle, que je salue. Donc je comprends que les chiffres, c'est important, mais avant les chiffres ne sont jamais que la conséquence de quelque chose d'autre. Les chiffres, c'est le symptôme. Mais le symptôme a des racines profondes. À notre niveau, il nous faut passer du temps sur les racines profondes. Juste les symptômes ne suffisent pas. Il faut que l'on creuse, et c'est pour ça que je disais que l'analyse de la situation, elle est fondamentalement importante. La deuxième question qui a été posée, c'était sur... oui, est-ce que... Non, je vais d'abord à la troisième question, pardon. La troisième question, c'est comment onboarder. J'ai parlé de process, c'est M. Nguessan, n'est-ce pas? J'ai parlé de process trop élitistes. Oui. Dès le mois de septembre, on ne peut plus voir les directeurs, ils sont en session stratégique, en train de travailler sur le business plan. Et quelquefois, ce qu'ils amènent à la session ne vient pas du terrain, mais vient de leurs sentiments personnels. Ça ne vaut rien du tout. C'est la mort programmée de l'organisation. Peut-être pas l'année prochaine, mais c'est une question de temps. Si on continue comme ça, on n'y va pas. Il faut essayer de comprendre. Donc, l'élite, c'est bien, mais si l'élite s'est nourrie de ce que les deuxième, troisième, quatrième layers ont donné comme information pour que j'amène en salle la vérité opérationnelle. Et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de participer à cela. Mais la qualité de la relation, même dans la vie, elle appartient au plus grand. Si la direction générale est hautaine, personne ne viendra, elle, lui donner l'information. Elle quitte la maison aux deux plateaux ou à la Riviera ou je ne sais où, à 7h30, elle arrive au boulot, elle ne voit rien en ville. La tête dans le journal ou dans le téléphone ou dormant, parce qu'elle est conduite. C'est bien, il faut dormir, c'est pas mauvais. Mais tu ne vois rien du tout, tu ne sais pas. Tu rentres en salle de réunion, tu ne connais pas la réalité. Si jamais tu es loin de tes équipes, et c'est tout ça la planification, les équipes ne te remonteront pas l'information. Donc tu amènes en réunion garbage in, garbage out, quelque chose qui ne sera pas bon. C'est ce que j'ai voulu dire, d'accord? Donc comment onboarder? C'est en étant ouvert. Et même les conseils d'administration, c'est pas la guerre, c'est pas une tranche. On est ensemble pour la performance. Donc il faut que la communication aidant, j'ai parlé tout à l'heure de leadership, serviteur. Celui qui en haut est au service des autres. Je ne prêche pas, je n'ai pas la capacité pour ça, mais c'est juste la réalité de la vie. Quand vous servez les autres, surtout les plus petits, ils vous rendent en service plus que vous n'attendiez. J'ai répondu à votre question, M. Nguessan. La deuxième... C'était M. Nguessan, non? Ah, M. Kwame, I'm sorry. M. Kwame, pardon. La deuxième question, c'était quoi? Mon Dieu, pourquoi je vois pas dans mes notes? Il y avait une deuxième question qui avait été posée. Est-ce que les 3 questions ont été répondues? C'était sur... Ah oui, voilà. Sur le plan B. Oui, c'est ça. L'incertitude financière, l'incertitude interne. Si. J'ai ça ici. Que dire? J'ai envie de répéter juste que... alors, moi, j'ai travaillé pour une organisation américaine. On ne va pas la nommer, elle s'appelle Coca-Cola. Coca-Cola, c'est très important. La bourse à Wall Street vérifie les chiffres. Et donc, quand vous donnez un scénario pessimiste, vous faites chuter l'action. Et ton rôle, quand tu diriges en opération, c'est de travailler à ce que l'action soit toujours là et forte. Donc, je comprends le principe de précaution, mais il y a quelque chose que j'ai appris dans ces années qui est « You should never sandbagging too much ». Sandbagging, on comprend, sandbagging. Eh bien, si vous faites trop de prévisions qui tiennent compte d'un scénario qui pourrait faire que ça ne se passerait pas bien, tu peux donner un signe à la bourse qui n'est pas bon. Et tu peux être pénalisé pour ça. C'est pour ça que malheureusement, on travaille tous avec des objectifs politiques. Tu marques que tu vas faire plus 13. Moi, mes patrons marquent que tu vas faire plus 13. Et tu sais très bien, et la personne qui te le dit sait très bien que vous ne ferez pas ça. Comment est-ce qu'il faut faire? Suivant les organisations, suivant les personnes qui sont donc... Vous entendez bien? Non, pardon. Ok, très bien. Suivant les personnes qui sont donc au conseil, vous devez gérer. Moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a le réaliste, il y a l'optimiste, il y a le pessimiste de scénario. Suivant votre auditoire, vous jouerez l'un ou l'autre.
Mais je comprends la position difficile d'avoir à donner des chiffres irréalistes, parce que trop optimistes, alors que l'on sait très bien qu'on ne fera pas ces chiffres-là. Mais vous avez... Donc, au Conseil aussi, on est solidaire des équipes opérationnelles. On n'est pas en guerre contre eux. Donc, moi, j'ai un président de Conseil où je suis qui comprend le directeur général et la direction générale. On travaille à pousser aux chiffres. On pousse. Mais on comprend que certaines conditions font que ce ne sera pas possible. Il faut être réaliste. Parce que, laissez-moi vous dire, sitôt que vous enclenchez beaucoup de défaites, vous perdez le moral et vous ne croyez plus en rien du tout. Il faut avoir des victoires. Il faut avoir des chiffres positifs. Et si ça demande quelquefois de travailler sur des réalistes un peu pessimistes, il faut le faire. Afin que quelque part, toutes les troupes puissent quelquefois voir du vert, à ne voir que du rouge, vous démobilisez une équipe. Et ça, c'est un peu de stratégie rationnelle. J'ai répondu, hein? Excellent. Merci pour tout. Il n'y aura pas de troisième série. Merci pour tout. Peut-être moi, j'aurais une petite question. Oui, vas-y. Juste ça. C'est quoi les compétences? Parce que quand j'ai vu l'analyse de la situation, en général, dans les analyses, on prend des sociologues. En entreprise, c'est qui fait ce travail d'analyse? Quelles sont les compétences? L'analyse de la situation, on va commencer peut-être par l'analyse du marché. Tu as les fonctions commerciales qui sont là, qui vont dire combien de points de vente nous avions avant, combien de distributeurs nous avons. C'est très complexe, hein? Donc, la partie commerciale va faire son analyse. La production va faire son analyse. Depuis l'investissement réalisé avec telle machine, nous produisons 12 000 unités par heure, au lieu qu'avant, c'est 10 500. Donc, tout ceci, c'est l'analyse. L'analyse financière va voir que nous sommes en progression ou en chute et va lier ceci à un événement. Donc, où nous sommes n'est jamais que le résultat de notre passé. Donc, toutes ces choses, c'est pas la sociologie. Je ne parlais pas de les ressources humaines également ont leur rôle dedans. Mais on va étudier les chiffres, on va étudier les process. J'ai bien dit, au niveau où nous sommes, il n'y a pas que le symptôme qu'il faut regarder. J'ai mal à la tête, oui, je sais que tu as mal à la tête. Mais ok, est-ce que j'ai ceci, est-ce que cela? Parce que je veux rechercher la cause racine. Et à notre niveau, nous devons passer du temps pour comprendre la cause racine. Quand la cause racine est bien comprise, alors on est capable de trouver des solutions. Le chiffre seul ne suffit pas. Pourquoi on a ceci? Et donc, tout ceci, l'analyse de la situation va être donnée par les spécialistes. Je voudrais terminer en disant quelque chose. Je ne fais pas de la vente. Mais je recommande très sérieusement ce livre dont Maître Brice Wabi a accepté d'être le premier préfaceur. Ce livre parle, dans nos environnements, des qualités qu'il est bien d'avoir pour changer de manière durable une organisation. Je parle de bon chef. Et sur le mot chef, je vais dire juste un petit mot. Parce que le mot chef peut déranger. Le mot chef vient avec beaucoup de connotations, d'autoritarisme et toutes ces choses-là. En donnant deux anecdotes. Il y a 2 mois, j'ai été appelé par une dame en pleurs au téléphone que je ne connais pas. Je vais prendre une seule anecdote, si vous permettez. Bon, une seule anecdote. Elle pleure et elle me demande, est-ce que c'est bien Gilles Attey? Je dis oui, c'est moi. Et en fait, je comprends que c'est la femme d'un ancien employé qui me téléphone parce que son mari a des disputes avec son père. Tu peux dire ça à quelqu'un en Belgique? Mais moi, je suis un Africain. Je suis un papa pour eux. Je suis un chef. On ne dit pas un leader de famille. On dit quoi? Chef de famille. Ok. On ne dit pas un leader de village. Chef de village. On ne dit pas un manager de quartier. Chef de quartier. Oui, on dit un chef. Le mot chef, il faut le comprendre. Les personnes qui travaillent pour nous nous regardent comme étant de one-stop shop. On doit avoir tout. Et donc, ce livre explique, avec perspective, engagement, mobilisation, principes et valeurs, priorisation et pilotage, les capacités qu'il nous faut avoir pour diriger nos équipes afin de les inspirer, les diriger et surtout d'accomplir. Voilà, je voulais juste dire ça. Voilà. Il est là en vente à l'extérieur et à mon avis, il peut aider beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. Merci Gilles Attey. Il y a une seconde anecdote, mais là on va la faire peut-être à la pause si elle est autorisée. Merci d'ovationner Gilles Attey. Alors, la session de questions-réponses est fantastique. Il nous faut une photo quand même, non?
Hein? Très bien. Alors, c'est fantastique parce que ça permet d'aller chercher les compétences du conférencier. Il n'a pas tout dit. Il nous fallait 1 heure de questions-réponses, mais il va falloir qu'on gère le temps. Merci infiniment. On a une pause café que je ne veux pas qu'on fasse. Ça, c'est moi. Donc, si vous y tenez, la pause est ouverte. On va à la pause? D'accord. 15 minutes, mesdames et messieurs. Et puis, on revient. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, une photo.